On va maintenant définir les activités. Maintenant qu'on a le plan de gestion de l'échéancier, on sait comment on va découper les activités, on sait si on va travailler par semaine, on connaît un peu les modèles, les logiciels qu'on va utiliser, donc on est prêt pour définir les activités. En données de sortie de ce processus, nous allons avoir la liste de toutes les activités à réaliser. La liste des actions qui sont nécessaires pour produire le lot de travail. C'est-à-dire qu'on va prendre le lot du travail, le WBS, et on va lister quelles sont les actions nécessaires pour livrer ce lot de travail. On va sortir aussi avec les attributs de ces activités. Quel est leur identifiant WBS, leur nom, le libellé. On va décrire les activités. Qu'est-ce qui vient avant cette activité? Quelle est l'activité qui va lui succéder? Est-ce qu'il y a un lien logique entre les activités? On va voir ce que c'est. Est-ce qu'on peut avancer de cette activité de quelques jours ou la retarder par rapport à une autre de quelques jours aussi ou de quelques heures? Tout dépend de l'unité de mesure. Quel est le besoin en ressources de l'activité? Est-ce qu'il y a des dates imposées? Est-ce qu'il y a d'autres contraintes et hypothèses? Donc tout cela, ce sont des attributs liés aux activités. En données de sortie aussi, on va avoir les listes des milestones, des jalons. Ce sont des points ou des événements importants d'un projet symbolisés par une tâche à durée 0. Généralement, de toute façon, le management, il s'intéresse plus aux jalons qu'aux détails. S'il y a des activités en plus qui apparaissent, qui nécessitent des changements, eh ben, on va faire une demande de changement. Ces demandes de changement seront passées en revue et traitées par le processus de maîtrise des changements. On peut être aussi amené à mettre à jour la référence de base de l'échéancier parce qu'on a rajouté certaines tâches qui vont apparaître après sur l'échéancier. On peut même affecter la référence de base des coûts. Peut-être qu'on a rajouté de nouvelles actions qui vont générer un coût supplémentaire ou peut-être qu'on a rajouté des actions qui nous ont fait un peu gagner de l'argent aussi. Donc ce processus, il va avoir pour objectif d'identifier et de documenter les actions spécifiques à entreprendre pour produire les livrables. Quelles sont les actions qui vont nous permettre de réaliser les lots de travaux? Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourra décomposer les lots de travaux en activités qui servent de base à l'estimation. Donc, on va détailler des actions et ça va devenir encore plus facile d'estimer ces actions, de les planifier, de les exécuter et surtout de les contrôler et de les maîtriser. Le processus 6.2, définir les activités, va nous donner en sortie la liste des activités. C'est la liste des actions à réaliser pour livrer le lot de travail. On va aussi générer l'attribut des activités. Ce sont les détails liés à chaque activité. Et puis, la liste des dates clés aussi, des actions à réaliser. C'est la liste des jalons, des milestones. Et si le référentiel de base de l'échéancier est déjà approuvé, pour le modifier, il va nous falloir une demande de changement. La demande de changement, après, elle va atterrir au niveau du processus, effectuer la gestion intégrée des changements. Donc, ces éléments-là, la liste des activités, attributs et liste des jalons, va devenir et va faire partie des documents du projet. On peut être aussi amené à mettre à jour certaines parties du plan de management du projet, comme la référence de base de l'échéancier. Si on rajoute des tâches, ça peut décaler certaines dates clés, ça peut décaler certaines tâches. Donc, pour cela, on peut être amené à modifier cette référence de base. On peut modifier aussi la référence de base des coûts si on rajoute des tâches qui ont un certain coût. Donc, on va mettre à jour les références de base. Mais comme ce sont des références de base,
Ça veut dire qu'elles ont été approuvées. Et pour modifier une référence de base, on est obligé de faire une demande de changement. On ne peut pas la mettre à jour aussi facilement. Ces éléments ont nécessité comme donnée d'entrée le plan de gestion de l'échéancier. Le plan de gestion d'échéancier, on y décrit d'ailleurs comment va se faire la planification. Si par exemple nous allons travailler avec une planification agile, il est clair que la liste des activités, son détail, se fera par itération, par exemple. Chaque nouvelle itération, nous allons lister les activités liées à cette itération. Mais pour les parties qui sont en mode prédictif, on va tout planifier à l'avance. Donc c'est pour cela qu'on en a besoin du plan de gestion de l'échéancier. La référence de base du périmètre, c'est sûr, parce qu'elle elle contient le WBS. Et ici, nous allons décomposer les lots de travail pour obtenir la liste des activités. Comme outil et technique, donc on aura besoin d'un expert qui va nous aider à lister les activités. Ça peut être un expert sur le lot de travail, c'est la personne qui va réaliser le lot de travail, qui va nous dire quelles sont les actions nécessaires. Et on va utiliser la décomposition. Alors, la décomposition, on voit cette technique sur deux processus. Sur le processus définir les activités. Donc, quand on parle de décomposer le lot de travail, nous sommes en train de parler du processus définir les activités pour donner la liste des activités. Si, lors d'une question, on vous parle de décomposer le projet ou le produit pour obtenir des lots de travaux, là, on est plus sur la partie, le processus lié au WBS. Nous ne sommes pas sur la définition des activités. Là où on n'a pas assez de détails, donc on ne pourra pas lister les activités, donc nous allons utiliser la planification en vague. Cela veut dire que plus on va avancer dans le projet, plus on va avoir des informations, plus on pourra mettre des détails sur les activités. Donc la vague numéro 1, nous allons ajouter un niveau de détail. Plus on avance sur le projet, plus on peut faire une planification en vague et on va rajouter des détails. Donc on utilise la planification en vague quand on n'a pas assez de détails sur comment doit être réalisé le lot de travail. Sur par exemple quel est le besoin exact du client. Donc on attend d'avancer sur le projet pour détailler le projet. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça planification en vague, en plusieurs successions de vagues. Tout cela se fait lors aussi de réunions. Et quand on décompose, on peut faire comme un tableau Excel. Sur une colonne, on met le lot de travail. Sur une autre, on met à côté de chaque lot de travail quel est le livrable concerné. On peut rajouter après une troisième colonne où on met les activités. Et on peut même rajouter une dernière colonne où on met le nom ou la personne qui est chargée de réaliser cette activité, par exemple. Comme outil et technique, on aura besoin d'un expert, par exemple pour nous parler des projets précédents. Peut-être qu'il a des connaissances spécialisées par rapport au lot de travail qu'il faut décomposer. Et on fera une décomposition. On va découper le périmètre et les livrables en éléments bien sûr plus petits et plus faciles à gérer. La décomposition, elle est faite par la personne responsable du lot, bien sûr. Et la séance de décomposition doit être aussi interactive pour étudier les alternatives, pour détecter des risques ou évaluer par exemple le niveau de confiance de l'équipe dans cette décomposition. Je sais aussi que dans la réalité, beaucoup de chefs de projet font cette décomposition en même temps que le WBS et mettent à jour après le dictionnaire. Pour la planification en vague, les travaux à court terme sont planifiés en détail et les autres de manière générale. Tout cela pendant les réunions, qui peuvent être face à face, virtuelles, formelles
ou même informel.